Bonjour et bienvenue. La timidité. La timidité est quelque chose qui revient assez souvent et dont beaucoup de gens souffrent. Pas tous. Et donc, je m'adresse spécialement aux gens qui en souffrent. Pour ceux qui n'en souffrent pas, ils ne verront pas forcément l'application qu'on peut faire de la psychologie pour surmonter un symptôme ou une difficulté. C'est pour ça que je m'adresse plus à ceux qui en souffrent, parce que ceux qui en souffrent vont tout de suite ressentir un bien-être quand ils vont comprendre d'où ça vient. Alors, la compréhension, dans un premier temps, comprendre ce qu'est la timidité. La timidité, c'est une sorte de blocage. J'ai peur de, je n'ose pas. On regarde en bas, on est un petit peu courbé et on n'a pas cette joie de vivre, d'une part, mais aussi ce sentiment d'aller vers les autres, hein. Le timide est quelqu'un qui euh, a l'impression de disparaître. Et souvent, vous avez eu cette impression de vouloir euh, disparaître de la scène. Et en fait, on ne peut pas disparaître. On est là, on existe, on a un corps, et le corps, il est visible, il est parfois très gros. On aimerait se faire comme une toute petite souris. Et la petite souris, des fois, elle fait 1,85 m et 80 kilos. Alors, c'est plus difficile de disparaître. Donc, c'est un blocage, une inhibition. Ah, une inhibition. Si on dit une inhibition, c'est-à-dire, là, je prends un terme technique de psychologie et qui va avoir des conséquences parce que les termes techniques sont là pour une simple raison, économiser les discours de façon à être précis. Dans une science, on a besoin d'être précis. Une droite, c'est un ensemble de points qui, etc. L'inhibition crée par loi d'ambivalence l'exaltation. Ah. Donc ça, c'est, vous voyez, les termes ont une importance parce qu'avec ces termes, on va pouvoir avancer, comme en physique. La force, c'est pas la même chose que la masse, c'est pas la même chose que la gravité, et pourtant ces trois notions sont reliées entre elles. Et elles sont reliées par des lois. Donc vous voyez déjà l'importance des mots que je vais utiliser. D'autre part, cette inhibition, ce blocage, vous pouvez en mesurer, entre guillemets, dans un premier temps, l'ampleur, par l'importance de la souffrance que cela vous procure. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je m'adresse à des timides. On verra les gens orgueilleux, prétentieux, etc. Je m'adresserai aussi à eux. N'ayez crainte, mais dans un cours qui sera un petit peu différent de celui-là. Donc cette loi, E égale I, est euh, exaltation, inhibition. C'est la loi d'ambivalence. Vous voyez, elle est très simple. C'est une égalité. J'aurais pu écrire I égale E. Donc si j'ai une inhibition, j'aurai une exaltation. Bon. Alors, quelle est votre exaltation? Seule une introspection peut vous mener à elle, c'est-à-dire voir en soi ce que vous dites avant, pendant et après que vous ayez été bloqué. Parce que quand on est bloqué, on se raconte plein de choses. Et on se raconte quoi? On se raconte qu'on a le droit d'être bloqué, que c'est normal d'être bloqué. On se justifie. Et cette justification, c'est un bon prétexte pour dire, vous voyez, j'ai raison d'être bloqué. Si on commence comme ça, il n'y a pas de raison de changer. Si on dit, voilà, j'ai raison d'être bloqué, je vais vous l'expliquer, vous n'allez pas changer quoi que ce soit. Vous allez vous enfermer, au contraire, dans ce blocage. Je me justifie. Je vais
vous démontrer que j'ai raison d'être bloqué. Si vous partez comme ça et vous ne cherchez pas à changer, vous ne pourrez pas changer. Il va falloir vous ouvrir dans un premier temps, seul à seul, seul en face de vous, seul en face de moi, éventuellement d'un analyste ou d'une feuille de papier, de la formulation. La formulation va vous permettre, la feuille de papier blanc, elle vous attend et vous pouvez écrire, prendre un stylo et écrire dessus, c'est merveilleux. C'est votre meilleure amie. C'est celle qui est prête à vous écouter jour et nuit. C'est celle qui saura se taire. C'est elle qui pourra vous aider. Et cette exaltation, elle vient de quoi? D'une qualité, parce qu'on n'est pas bête, on ne cherche pas à avoir des défauts, on cherche à avoir des qualités, c'est normal. Quelles sont ces qualités? Eh bien, une des quatre, entre autres, hein, l'estime, la confiance, la patience, l'amour, au sens profond du terme. Amour, c'est-à-dire une union avec quelqu'un d'autre. Ça peut être un partenaire, ça va assez loin, mais ça peut être aussi un ami, ça peut être la confiance entre deux personnes, l'estime ou la patience que l'on accorde à quelqu'un. Donc, on a en nous, on a des qualités qu'on aimerait avoir et qu'on va survaloriser. Ah, dès qu'on va survaloriser ces qualités, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose de très simple. On va l'exalter. Donc, vous avez une inhibition, ça c'est vous qui la vivez, parce que intérieurement, dans votre tête, vous avez une survalorisation d'une qualité. Et quand vous rapprochez cette qualité, j'aimerais être estimé par ces gens à qui je parle, automatiquement, vous ne pouvez plus parler. Vous ne pouvez plus parler parce que, euh, quoi que vous disiez, ça ne sera pas parfait. Parce que dès qu'on rentre dans la réalité, eh bien, on quitte la perfection, on quitte le monde imaginatif. Donc, on devient, pourquoi j'ai pris le terme on devient, j'aurais pu dire je deviens, j'aurais pu, etc., etc. Donc, tous les mots que je vais utiliser ne sont pas forcément les meilleurs. Et donc, je vais chercher à dire des mots mieux, et pendant que je pense à ça, ben, je ne peux pas parler. Parce que mon cerveau ne peut pas faire 36 choses à la fois. Certains me diront, je suis capable de réfléchir pendant que je parle, etc. Oui, quand vous n'êtes pas bloqué affectivement, vous pouvez utiliser votre cerveau. Mais là, je parle du timide, et le timide, il est bloqué affectivement, c'est-à-dire son cerveau est sous cloche. Alors, euh, les conséquences. Je veux être aimé par ces gens en face desquels je suis en train de parler, je suis timide, hein, parce que j'aimerais bien être estimé par eux. Et finalement, je perds patience, ou bien finalement, j'ai vis-à-vis d'eux, j'attends leur confiance. Ben, il faut explorer ces quatre pistes, l'estime, la patience, la confiance et l'amour. Et il faut trouver, il faut écrire, voilà ce que je me suis dit avant, pendant et après. Ça peut changer, hein. Une des quatre catégories que je vous ai montrées peut. Et le fait que cette attente que vous avez des autres est assez forte, compte tenu de la gêne que cela vous procure, hein, j'en souffre beaucoup, le fait que est que cette attente est extrêmement forte. Plus vous attendrez quelque chose de ces gens-là, et plus vous serez bloqué. Parce que vous serez inquiet qu'ils ne vous donnent pas ce que vous attendez. Je vais prendre donc trois exemples, l'un dans la profession, l'un dans la sexualité et l'un dans la spiritualité. C'est-à-dire matérialité, sexualité, spiritualité, les trois composantes dans lesquelles on va se évoluer.
les trois composantes dans lesquelles on évolue. C'est le référentiel dans lequel on vit. On a un problème matériel, il faut qu'on gagne notre vie, il faut qu'on mange. On a un problème sexuel, c'est-à-dire avec notre partenaire, et nos enfants, nos parents. Et puis, on a un problème spirituel. C'est quoi le sens de la vie? Et la nourriture de l'âme, c'est tout simplement la compréhension. Il faut que je comprenne des choses dans la journée. Il faut que je comprenne qui je suis. Il faut que je fasse mon travail et il faut que je m'occupe de mes proches. S'il s'agit d'une situation professionnelle, donc d'un désir d'avoir, comme en général les gens le disent eux-mêmes, une carrière, un désir de réussite sociale, c'est souvent comme ça que ça se pose, et le timide est bloqué dans sa réussite. Le timide, le nerveux, qui s'en fait, je ne vais pas y arriver, etc. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la réussite sociale. Alors, c'est une réussite très modeste, enfin, pour les gens extérieurs à lui. Pour lui, c'est le summum de ce qu'il peut obtenir. Et plus vous chercherez une réussite extérieure, et moins elle viendra, car vous êtes coupable de chercher cette réussite extérieure. Vous savez que ce n'est pas le sens de la vie. Et donc, votre surconscient va vous bloquer et va vous empêcher d'y arriver. Par contre, moins vous vous poserez la question de cette réussite sociale, et plus vous avez de chances d'y arriver. Pour cela, il faut contrôler votre désir de réussite sociale. Donc, commencez par écrire ce que vous souhaitez. Je veux être le chef de service, je veux être le meilleur professeur, je veux être le meilleur géomètre, je veux être le meilleur commerçant, je veux être, etc., etc. Alors, les commerçants, pas trop, parce que les commerçants timides, j'en ai rencontré assez rarement, parce que sinon, ils ne font pas tout simplement cette profession. Ils se rendent compte que c'est pas fait pour eux. Formulez votre désir, celui que vous exaltez. Le désir exalté devient le problème, votre problème. Je veux être le meilleur, ceci, le meilleur, cela. Rappelez-vous ce roi d'Angleterre qui était bègue, le père d'Élisabeth, et il était, parce qu'il voulait trop briller, et à force de vouloir trop briller, il était en angoisse d'opinion des gens. Et cette angoisse d'opinion l'empêchait de parler. Vous voyez à quel point c'est... Mais pourtant, il avait une force intérieure très juste, très grande, qui lui a permis de surmonter son bégaiement. Eh bien, je vous propose, puisque ça a été fait par une personne tout à fait normale, que vous fassiez la même expérience et que vous surmontiez votre timidité. Pensez à ça, vous n'êtes pas les seuls. Et si d'autres y sont arrivés, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. D'autant plus que si je vous explique que c'est cette ambivalence qui vous crée ce blocage, rapprochez les deux. Je n'ai pas réussi à parler parce que j'attendais que ces gens applaudissent. Alors, oui, l'estime, c'est pas forcément qu'ils m'estiment, c'est que leur estime se traduise par des applaudissements à la fin de mon discours. C'est ça qu'il va falloir comprendre en vous. Le paradoxe positif, parce que le diable nous donne des paradoxes négatifs, comme vous avez vu. Si vous parlez très bien, vous serez applaudi. Oui, mais si vous parlez très bien, c'est une exaltation, très. Et dans ce cas-là, je vais créer un conflit intérieur qui va faire que je ne vais pas pouvoir parler. Si vous n'attendez aucune réussite sociale, et si vous n'en avez pas, bah, vous ne serez pas déçu puisque vous n'en attendez pas. Donc vous serez en paix avec vous-même. Alors attention, quand je dis vous n'attendez aucune réussite sociale, ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas. Ça veut dire que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire pas zéro. Vous êtes déjà quelque chose, vous êtes déjà quelqu'un qui gagne votre vie, qui... Bon, donc, contentez-vous de ce que vous avez.
mais non, moi je voudrais avoir plus. C'est pour ça que je viens vers vous, Stéphane, et que j'aimerais que vous me donniez des trucs, des astuces pour pouvoir. Mon astuce, c'est simplement de vous dire, mais vous êtes très bien comme vous êtes, acceptez ce que vous avez. Et déjà, vous allez être heureux et content de vous-même. Oui, mais je ne vais pas avoir plus d'argent à cause de ça, je ne vais pas grimper dans l'échelle sociale et ça. Attendez, soyez déjà heureux de ce que vous avez. Et si vous n'attendez rien, vous avez beaucoup de chances de recevoir une promotion ou encore de voir une ouverture possible dans un domaine connexe, dans une autre proposition, dans un autre lycée si vous êtes professeur, dans un autre euh, établissement si vous êtes ingénieur ou technicien, dans une autre société, etc. Mais les propositions qui vous seront faites ne seront faites que si vous êtes à même de les voir, d'en saisir la chance. Si vous êtes préoccupé par vos problèmes intérieurs, vous n'arriverez nulle part et à rien. Donc n'attendez rien de l'extérieur et cela viendra naturellement. C'est là où les gens ne comprennent pas en fait, quand je dis n'attendez rien, ça veut dire soyez prêts à toute opportunité. Mais ne cherchez pas. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais avoir à droite, à gauche, en haut, en bas non, faites votre travail et on viendra vers vous. Et quand on viendra vers vous, soyez disponible à accueillir les gens. Si vous êtes disponible, vous répondrez positivement et si vous répondez positivement, la personne ira plus loin. Donc, plus vous serez ouvert et plus, en attendant rien, vous avez de chances de recevoir. Et je n'ai jamais vu, parmi tous mes patients et moi-même, des gens qui ne reçoivent pas quand ils sont ouverts au monde extérieur. Concernant la sexualité, s'il s'agit de rêvasserie sexuelle, le partenaire idéal, alors il est grand, il est comme ceci, il est comme cela, et puis je vais vous l'écrire, et puis il sera attentif à moi, et puis il sera caressant, et puis il sera toujours de bonne humeur. Croyez-vous qu'il sera toujours de bonne humeur? Et plus vous vous évadez de la réalité, plus celle-ci devient désagréable, car dans l'imagination, dans les rêvasseries, tout est merveilleux, alors que dans la réalité, tout ne peut pas être merveilleux. Donc si tout n'est pas merveilleux, il y a un cercle vicieux qui s'installe, c'est-à-dire je vais me plus je vais rêvasser, penser à, à un monde idyllique, et plus en revenant dans la réalité, je trouve que c'est désagréable, et plus je trouve que c'est désagréable, et plus j'aurai envie de m'évader de nouveau de cette réalité désagréable, bien sûr, c'est évident. Alors là, il y a un cercle vicieux qui s'installe. Le paradoxe positif. Je dis paradoxe pourquoi? Parce que la vanité nous propose un paradoxe négatif. Fais ceci et tu seras plus fort que le roi ou plus fort que le président. Mais non, mais non. Vivre dans le présent, c'est goûter le présent. La vie est belle, elle est riche, elle est consistante. Hein. Il ne s'agit pas du monde extérieur, il s'agit euh, du monde intérieur, qui est la projection de la réalité en nous. Et si cette projection en nous, le mythe de la caverne, que vous connaissez bien, n'est pas déformée par l'envie de la perfection, alors elle devient si belle que vous allez en tomber amoureux. On parle de sexualité, donc il faut bien que j'utilise de bons termes. Hein. Bon. Et votre partenaire va devenir attirant, car il va devenir réel et vous pourrez le tenir dans vos bras. Dans vos imaginations, certes, euh,
le partenaire idéal, il est merveilleux, mais je ne peux pas le prendre, je peux pas l'attraper. Alors que dans la réalité, le partenaire existe. Alors, comment faire pour le transformer de façon à ce qu'il soit agréable? Eh bien, c'est assez simple finalement, hein. C'est assez simple, parce que le paradoxe du diable de la vanité, le voisin et la voisine sont tellement mieux, mais je n'y ai pas accès. Et si j'y avais accès, bah, j'aurais que des ennuis. J'idéalise ce que je n'ai pas. L'herbe du voisin est plus verte que la mienne, que celle dans mon champ. Et quand je retombe dans la réalité, j'ai mal. Et là, c'est une souffrance qu'on peut sentir. Alors que, et c'est pour ça qu'on, le cercle vicieux, on y retourne. Le paradoxe positif, parce que si on avait pas mal, on ne retournerait pas chercher de nouveau des plaisirs, entre guillemets. Moi, je ne vous parle pas de plaisir, je vous parle de satisfaction. Le paradoxe positif. Mon partenaire est là, devant moi, il existe. D'accord. Donc, il n'est pas parfait. Donc, je vais faire un travail sur moi pour le considérer comme pouvant changer, évoluer. Et même s'il n'évolue pas, moi, je peux évoluer. Au lieu d'être déçu, d'être irrité, d'être vexé par lui, je l'accepte comme il est. Donc je fais un travail. Il n'est que ce que je pense de lui. Si je pense qu'il est bien, il sera bien. Si je pense qu'il est énervant, euh, alors je deviens de plus en plus énervé. Et cet énervement me ferme la porte. Alors que si je pense de lui qu'il est bien, j'ouvre les yeux, il devient bien. Donc vous voyez, d'un côté, j'ai une conclusion comme quoi c'est bien, et de l'autre côté, une conclusion comme quoi c'est mal. Mais le diable me fait euh, voir ce mal comme un bien et me propose ce travail comme un travail fastidieux et auquel je ne vais pas y arriver, alors que c'est ce travail qui me donne et qui me rend bien. Au point de vue enfin de la spiritualité, je veux devenir un saint. En fait, je veux devenir parfait, avoir un esprit qui impressionne les gens, une bonté, un amour, une patience, une confiance à faire rougir le monde entier. Ah, non, ça n'existe pas. La vie devient insupportable quand elle me montre que je ne suis pas parfait. Donc, je m'évade dans des imaginations et je quitte la réalité. Là encore, c'est le même travail, c'est matérialité, sexualité, spiritualité, on va arriver à la même chose. Donc il faut savoir répondre au diable et lui dire, s'il vous dit, tu es extraordinaire, tu es merveilleux, tu seras le phénix des hôtes de ce bois, eh bien il faut lui répondre, mais j'existe que dans ce cas-là, je n'existe que dans mes imaginations. J'ai un corps aussi. Je voudrais manger, sauter, courir, vivre. Conclusion. Il vaut mieux une vie imparfaite, mais une vie, que des rêvasseries dans un monde fictif. À vous de choisir. Je ne vous demande pas de quitter vos imaginations. Je dis vos imaginations n'aboutiront à rien. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est ça qui devient, si je puis dire, l'essentiel de la vie. Et dans ce cas-là, votre timidité disparaîtra immédiatement parce que vous allez découvrir la beauté. La beauté, la bonté des gens, la beauté des gens et la gentillesse des gens. C'est vous qui l'a créé, c'est pas eux. Si vous êtes souriant, aimable, ils deviendront souriants et aimables. Et votre timidité partira. Alors, vous allez me dire, ça suffit pas. Ah oui, ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'on ne comprend pas tout de suite. Il faut du temps. Il faut réécouter un peu ce que je vous ai dit. Il faut le réfléchir. Il faut prendre un crayon et un papier, réécrire une fois que tout est fermé.
Et à ce moment-là, on commence à découvrir un petit peu. Je vous donne une expérience parce que je l'ai vécu à 14-15 ans, j'ai été particulièrement timide. Je marchais dans la rue en regardant mes chaussures pour avoir un prétexte de dire à la personne que je n'avais pas vue, ah, je ne vous voyais, je ne vous ai pas vu. Donc, mes justifications d'être timide faisaient que je marchais la tête baissée en regardant mes chaussures. Ah, vous vous rendez compte jusqu'où ça va, le symptôme? Hein. Et vous croyez que j'étais invisible? Je croyais que j'étais invisible en regardant mes chaussures. Mais non, je ne pouvais pas être invisible en regardant mes chaussures. J'avais juste le danger de rentrer dans un poteau, ce qui est arrivé plus d'une fois. Bon. Donc, voilà. Et je me suis guéri de cette timidité parce que j'étais en seconde à ce moment-là, nous étions en 1968. Tout le monde pouvait prendre la parole, etc. J'étais timide. Je n'osais pas prendre la parole. Et un jour, euh, j'ai senti une remarque d'un camarade que je ne pouvais pas laisser passer, tant ma vanité était forte d'un côté, étant en fait essentiellement surconsciemment, mon élan me disait ne laisse pas passer telle remarque. Et j'ai pris la parole. Et concentré sur ce que je voulais dire, j'ai oublié ma timidité. De ce jour-là, j'ai trouvé et j'ai surmonté cette timidité. Donc ça, c'est un truc extérieur, mais c'est un truc qui montre bien que quand on est pris par nos imaginations à vouloir être parfait, on en oublie tout. Alors que là, je suis arrivé à être moi-même. Voilà, c'est ça que je vous souhaite, c'est ça que j'aimerais vous communiquer. Et si vous en voulez en savoir plus, vous pouvez toujours regarder sur le site de l'EHEPM.com, l'École des hautes études en psychologie mathématique, et vous verrez avec des formules, E égale I, J égale R, et ainsi de suite, il y en a beaucoup. Vous allez pouvoir comprendre et mettre en équation votre problème. Vous allez pouvoir le résoudre comme un problème de maths, comme un problème de physique, comme beaucoup de problèmes. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne continuité et à bientôt.